Madame, Monsieur, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce 20e numéro, et oui, déjà le 20e, de LSA Direct. L'émission d'actualité du soir d'Algérie s'intéresse ce dimanche à une actualité brûlante, si j'ose dire. Les feux de forêt qui ont fait monter d'un cran la température sociale et politique dans le pays, au point de faire titrer en une par le soir d'Algérie la nuit des pyromanes. C'était il y a quelques jours. Et pour nous en parler, un invité aux premières loges, puisqu'il s'agit du gardien de notre patrimoine forestier. J'accueille sur ce plateau le directeur général des forêts. Ali Mahmoudi, bonjour. Bonjour Hakim. Et tout de suite, cette première question. Que s'est-il passé dans cette désormais tristement et fameuse nuit du vendredi à samedi? Merci beaucoup pour cette première question. Moi, je tiens juste à informer nos téléspectateurs pour leur préciser que c'est un scénario qui se répète, puisque nous l'avions vécu en 2012 et d'une manière beaucoup plus accentuée, puisque le 28 et 29 novembre de l'année 2012, moi j'étais directeur des forêts dans la wilaya de Béjaïa, on avait enregistré une moyenne de 40 départs de feu d'une manière simultanée et qui avait consumé 3000 hectares. Ce jour-là, les températures étaient au niveau de la mer, au niveau de la plage, à peu près autour de 40 degrés. Cette fois-ci, donc, un BMS a été émis pour la zone ouest de notre pays. On a d'ailleurs nos forestiers de la wilaya de Tlemcen, durant toute la journée, ils étaient là armés de tronçonneuses pour dégager les routes, parce qu'il y avait beaucoup d'arbres qui étaient tombés suite au vent, à la violence du vent. Donc, les températures étant trop élevées, le sirocco s'était mis de la partie, le vent était violent, donc tous les ingrédients pour que le feu prenne naissance étaient là. Et je vous précise que ceux qui avaient l'intention de brûler nos espaces, ils attendent exactement ce genre de moment pour mettre le feu, parce qu'ils sont sûrs que ces feux consumeront un maximum d'espace. Vous avez anticipé en fait sur ma deuxième question, mais c'est bien. J'essaie de réfléchir de manière un peu, j'allais dire cartésienne, c'est prétentieux. J'essaie de réfléchir de manière logique. Normalement, les pyromanes n'agissent pas de manière collective, en bande organisée. Et là, nous n'aurions pas affaire donc à des détraqués au sens médical du terme. Une série de départs de feu dans 10 wilayas, presque au même moment, de manière quasi synchronisée. C'est inquiétant, non? 52 départs de feu, 41 la nuit du 6, le reste durant la journée du 7. Le Premier ministre ayant effectué un déplacement sur les lieux, il était accompagné des responsables des services de sécurité, notamment le commandant de la gendarmerie et le directeur général de la Sûreté nationale. Il avait déclaré que les incendies étaient fi'l ou fa'il. Donc commis intentionnellement. La thèse de l'incendie volontaire est confirmée. Absolument, donc il doit y avoir ces informations, les informations dont nous ne disposons pas en tant que corps des forêts. Vous êtes un corps déployé, mais vous savez qu'il y a une enquête qui est en cours. Absolument. Les services de sécurité, depuis le Conseil interministériel du 5 août, ils ont été instruits par le président de la République pour qu'il fasse des enquêtes approfondies après chaque incendie. En tout cas, nos amis de la gendarmerie, nous sommes liés par un accord cadre, un protocole d'accord. C'est à ça que je faisais allusion. Qui nous permet de travailler ensemble, puisque nous, en tant que forestiers, nous avons été obligés de restituer nos armes suite à ce qui s'était passé durant la décennie noire. Donc, pour les missions, si vous voulez, musclées, c'est la gendarmerie qui nous accompagne. Et on fait carrément parfois des barrages mixtes pour le contrôle du mouvement des produits forestiers. Hakim, mon ami, je vous dis que ces gens-là sont les destructeurs. Nous transportent des pieds droits et du liège dans des camions frigo réservés exclusivement aux produits frais. Là donc, c'est vrai qu'on vous a enlevé vos armes, mais il vous reste une arme principale qui est celle de la connaissance profonde de la forêt. Et les indices en tant que forestier vous amènent à cette piste mafieuse, celle des voleurs de liège par exemple.
Oui, les voleurs de Liège, vous avez suivi avec nous au courant du mois de juin passé. Du côté de Gigel, des voleurs de Liège ont procédé au démasquelage, c'est le terme technique qu'on utilise, à démasquer le liège avant terme, avant la levée. Cela veut dire celui-là, il a enlevé le liège et il a provoqué la mort de l'arbre, puisque le liège était collé à la mer. Monsieur Mahmoudi, je précise, hein, c'est Gigel, Kolo, donc c'est la zone connue pour le liège. Surtout la partie est, oui, et c'est les wilayats qui ont un fort potentiel subagricole. Et donc là, vous nous donnez des précisions qui sont importantes. C'est carrément une filière organisée, donc avec des camions frigorifiques qui procèdent à cet abattage sauvage avant maturité. Maintenant, c'est plus, ils sont plus armés, Hakim Khoya. Donc, ils ont acheté des broyeurs compacts parce que la législation algérienne interdit l'exportation des lièges bruts. Il faut qu'ils soient transformés. Et pour la transformation, malheureusement, nous ne disposons que de 3 unités qui relèvent du public. C'est Taleza au niveau de Kolo, c'est Gigel Étanche au niveau de Gigel et Béjaïa Liège. Mais il y a beaucoup d'établissements qui relèvent du privé. Mais ces voleurs-là ont acquis des broyeurs compacts, ils vont carrément en forêt, ils broient sur place, ils le mettent dans les sacs, et il est destiné à l'exportation. Si je comprends bien, il s'agit donc de filières organisées. Vous m'aviez parlé de camions frigorifiques et... Là, Hakim, les camions frigorifiques, on les a pris dans des barrages mixtes avec nos amis de la police ou de la gendarmerie. Donc en fouillant ce genre de moyens de transport, on avait découvert qu'il y avait des produits forestiers. Donc maintenant, souvent, des contrôles sont faits même au niveau des autoroutes d'une manière conjointe, gendarmerie, administration des forêts. Mais si vous voulez qu'on revienne à la filière Liège, c'est là aussi, vous avez suivi qu'un véhicule de notre administration a été renversé par ces voleurs de Liège dans la wilaya de Gigel. Dieu merci, il n'y a pas eu de perte humaine, mais quand même, on a eu des dégâts matériels. On en a perdu un véhicule et surtout, par les temps qui courent, nous en avons grandement besoin puisque notre parc auto, il est, si vous voulez, il est ancien de 2006 et on en a plein de pannes. Donc un véhicule de perdu, c'est un moyen de et c'est pas n'importe quel véhicule, c'est des tout-terrains, c'est des... Voilà. Donc ces gens-là, maintenant, ils sont allés plus loin, ils sont équipés en micro-broyeurs, c'est des broyeurs compacts qu'ils emmènent avec eux en forêt, ils exploitent le bois, ils le broient sur place, ils le mettent dans les sacs et ils le cèdent à des exportateurs qui l'envoient à l'étranger parce que le liège brut est interdit à l'export. Donc, leur moyen, même le liège broyé, c'est resté presque brut, puisque de l'autre côté, il est reconstitué, le bouchon, surtout du côté de la Chine et du Portugal. Vous m'avez dit qu'en plus, en plus du côté complètement illégal de la chose, il y a l'atteinte au patrimoine forestier, en ce sens que ces arbres sont agressés avant maturité. Il y a 2 indicateurs, Hakim. En tant qu'administration des forêts, nous agissons selon la règle du coupon réglé. C'est-à-dire, le liège, il est exploité une fois tous les 9 ans ou jusqu'à 12 ans, en fonction de la richesse de la station. Donc, notre forêt est organisée de telle sorte à ce qu'on ait une moyenne de 60 à 70 000 quintaux par année et tous les ans. Donc, c'est une rotation. Mais ces gens-là, ils nous dérèglent complètement puisqu'ils interviennent sur des lièges qui ne sont pas arrivés à maturité d'une part. Ils n'ont pas atteint le minimum des 30 mm, c'est-à-dire 3 cm d'épaisseur. Et encore, nous, avant de procéder à l'enlèvement du liège, on fait ce qu'on appelle les tests de levée. Il faut que le liège décolle de la mer. Homa, ils ne prennent pas cette mesure. Donc, et quand on enlève un liège qui est collé à sa mère, c'est l'arbre qui en pâtit. D'accord. Maintenant, les incendies, plus particulièrement, est-ce que c'est cette sorte de manipulation de broyeur avec éventuellement des étincelles, ou alors c'est en plus, c'est-à-dire un acte malveillant en plus? Il y a plusieurs cas de figure. Je vous cite le cas de l'incendie qui a été enregistré à Sétif vers la fin du mois de juillet. Là, c'était un chantier de la collectivité qui intervenait pour établir une conduite d'eau qui avait cédé. C'est une conduite d'eau en métal. Ils ont utilisé une tronçonneuse, laquelle tronçonneuse donc dégageait des étincelles et ça a pris. Et malheureusement, ça a coûté la perte d'une moyenne de 350 hectares. Donc il y a des feux qui sont donnés d'une manière
manière inattentionnelle, il y en a beaucoup, par imprudence, parce que ceux qui ignorent, ceux qui nous sont en train de nous voir, c'est que pour qu'il y ait feu, il faut qu'il y ait 3 éléments. C'est ce qu'on appelle communément le triangle du feu. Il faut qu'il y ait le combustible, là il est fourni au niveau de nos espaces. Il faut qu'il y ait l'oxygène, il faut qu'il y ait l'étincelle. L'étincelle, elle ne peut arriver que à travers la main de l'homme. Là, ceux qui disent que c'est le fond de bouteille, c'est tel acte, ça, c'est un cas sur 1 million. Le fond de bouteille, il faut qu'il fasse un fond de bouteille, je dis bien un fond de bouteille. Un tesson. Non, un tesson, non. Il faut un vraiment fond que de ça soit bouteille peut jouer le rôle d'une loupe. Optique. Il faut qu'il soit en face du rayon du soleil pour que ça prenne feu en dessous. Donc, les 3 éléments. Donc, les gens qui font souvent des nettoyages autour de leur maison ou au niveau de leur champ, pour se débarrasser des rémanents, ils utilisent le feu. Mais le feu, on voit qu'on a une petite quantité de rémanents, on se dit qu'on va s'en débarrasser rapidement et qu'on va être maître du feu. Malheureusement, le feu, en consommant l'oxygène qui est autour du foyer, fait appel à un autre oxygène. Et quand en faisant appel, il crée son propre air. Lequel air l'emmène dans l'endroit où le citoyen n'avait pas l'intention de les mener. Le fameux appel d'air que tous les pompiers connaissent. C'est quoi, en moyenne, les peines pour une personne arrêtée, jugée et condamnée pour acte pyromane? En moyenne. Hein. D'abord, la réglementation algérienne, elle a criminalisé l'acte d'une mise à feu. C'est un crime. Donc, la peine qui existe au niveau de nos textes, elle varie de 3 à 10 ans. Mais s'il y a perte d'homme, dans le temps, c'était comment dirais-je, l'exécution ou la perpétuité. Bon, l'exécution, il y a un moratoire sur la peine de mort. Voilà. C'est vrai que l'Algérie, là vous allez me donner l'information, parce que je n'en suis pas très sûr, ne dispose pas de Canadair, pas un seul exemplaire. Si c'est vrai, est-ce que c'est normal? Absolument. L'Algérie ne dispose pas de Canadair parce que le Canadair, c'est un gros porteur qui, pour s'alimenter, lui faut de gros espaces en eau. Actuellement, le seul barrage qui pourrait accueillir ce genre d'avion, c'est celui de Bni Haroun. Par contre, suite au conseil interministériel du 5 août, il y a eu une instruction qui a été donnée pour le fret de petits avions. Malheureusement, on s'en est pris un peu en retard, mais j'espère que pour cette année, nous allons être au rendez-vous. C'est des petits avions qui peuvent s'approvisionner au niveau de tous les plans d'eau, les barrages dont nous disposons. Et aussi, nous avons eu les 4 hélicoptères de la protection civile qui n'avaient pas cessé d'intervenir cette année, puisque l'hélicoptère, il peut s'alimenter même au niveau d'une petite bâche à eau d'un agriculteur. D'accord, il est équipé du rappel, de la corde en rappel pour ramasser de l'eau et en mettre, ça vous aide. Autre information que je souhaite confirmer à la source, donc avec vous. Il paraît, et ça c'est en termes d'indemnisation, une fois que l'incendie s'est déclaré, hélas, et qu'il faut passer à l'indemnisation, on m'a dit que pour les petits éleveurs, ceux par exemple dont le cheptel a été décimé par le feu, c'est vous qui êtes chargé de leur remettre l'indemnisation, mais en nature. On m'a dit par exemple un paysan, petite exploitation qui a 10 chèvres, on ne lui donne pas de l'argent tout de suite, mais on l'indemnise sous forme de 10 autres chèvres. Hakim, vous me donnez l'occasion de faire un appel à nos agriculteurs. Il faut que l'assurance devienne une réalité chez nous. L'agriculteur devrait assurer ses biens. Il est vrai que l'indemnisation a été décidée en 2017 suite aux gros incendies des wilayats comme Tizi Ouzou. Cette année, elle vient d'être réitérée par les instances publiques. Le ministère de l'Agriculture a mobilisé pour sa part une enveloppe de 600 millions de dinars dont l'exécution est à la charge de l'administration des forêts pour le volet arboriculture et pour le volet cheptel. Donc tout ce qui est élevage, c'est nos collègues des services de l'agriculture. Et comme vous l'avez si bien précisé, c'est des indemnisations en nature. Celui qui a perdu un olivier, nous allons venir avec un olivier. Celui qui a perdu 3 poussins, c'est 3 poussins. Celui qui a perdu une vache, c'est une vache. Ce qui permet l'exploitation continue, l'activité. La relance de l'activité. Tout à fait, tout à fait. Et il faut combien d'années? Ça, c'est vraiment, vous allez me donner la réponse, c'est votre domaine d'activité. Il faut combien d'années pour reconstituer un massif, une forêt dévastée par le feu? Hakim, je ne sais pas si vous avez en tête l'incendie de Tiqjda, c'est l'exemple que j'ai toujours donné, le 31 août 2002. 31 août 2002. Moi, j'ai commencé ma carrière sur les hauteurs de Tiqjda. J'ai eu personnellement évalué l'âge de certains arbres situés au niveau de la placette dite communément 14 juillet, c'est des cèdres qui avaient plus de 900 ans. Et ces cèdres-là ont
ont été, si vous voulez, rasés suite à cet incendie. Donc vous voyez, il faut attendre 9 siècles pour des cèdres. Pour que les générations futures puissent profiter, comme nous l'avions eu à profiter des ombres de ces cèdres majestueux. Une forêt de pin d'Alep, c'est un minimum de 50 ans pour qu'elle puisse nous ombrager. Et voilà, ça dépend d'une espèce à une autre. Il y a des forêts de chêne-liège, quand elles sont léchées par le feu, ça reprend l'année de suite, ce qui m'amène à parler de la convention qui nous lie avec l'Agence spatiale algérienne et qui nous accompagne sur 2 volets. Donc le premier volet, elle nous évalue les superficies parcourues par le feu, 2-3 jours après l'incendie, et surtout, après les premières pluies automnales, elle nous rassure de la cicatrisation de ces espaces. D'accord. La forêt algérienne relève d'un traumatisme de plus de 20 ans. D'ailleurs, la question c'est, s'est-elle vraiment relevée de ce traumatisme, celui du terrorisme? On se rappelle qu'il était impensable d'aller en promenade ou en bivouac en forêt. On en est où aujourd'hui? Hakim, la forêt algérienne se relève d'un traumatisme depuis l'époque turque. Les grosses exploitations. Je parle de blessures plus récentes, beaucoup plus récentes. Les grandes exploitations, c'était l'époque turque. Même la France, Hakim, elle a exploité les peuplements de pin noir qui sont uniques au niveau du parc national du Djurdjura, au niveau de Tijda, où actuellement nous en recensons seulement 700 sujets. La France a exploité la sapinière, les sapins de Numidie des Babors. Actuellement, la forêt, Dieu merci, elle subsiste. Donc, beaucoup d'espace. D'ailleurs, c'est l'équivalent de 1,5 million d'hectares qui avaient disparu. Donc, c'est l'équivalent de 1 hectare par martyr, si on fait un truc caricatural. Maintenant, l'administration des forêts ou l'Algérie, depuis l'indépendance, elle a ouvert plusieurs chantiers, à commencer par les chantiers populaires de reboisement dans les années 63. Actuellement, nous avons des forêts qui sont le fruit de ces chantiers populaires de reboisement. L'époque du volontariat. Voilà, ils ont été suivis par les grands projets. Après, nous avons lancé le plan national de reboisement entre 2000 et 2020, dont l'objectif était de planter 1 245 000 hectares. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 825 000 de plantés. Pas d'extension, parce qu'en parallèle, il y a des incendies. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est très intéressant, mais il y a le volet plus récent, parce que si je dois attendre la repentance de la France par rapport à la forêt algérienne, de manière plus globale, la repentance n'est pas venue. Mais nous attendrons, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est le réinvestissement par les citoyennes et les citoyens de la forêt aujourd'hui, après cette blessure du terrorisme. Absolument, c'est vrai que personnellement, j'ai commis une très très grande erreur dans lac Fado. On discutait tout à l'heure, on a parlé du lac Noir. Le fameux lac Noir. Qui est une curiosité naturelle qui se trouve sur les hauteurs et en plein massif de la Zénée de lac Fado. Donc c'était un espace qui était interdit aux citoyens durant la décennie noire. La paix étant revenue, donc maintenant il y a des associations de randonneurs, des associations de montagne, de sport de montagne qui se développent. Il y en a beaucoup qui sont très très disciplinés puisqu'ils protègent au nettoyage et sur leur passage. Mais il y en a beaucoup qui salissent et qui abandonnent leurs déchets sur place, puisque ces destinations sont devenues des produits touristiques qui sont vendus par des agences de voyage dans les grandes métropoles, à l'image de la capitale. C'est pour ça que je vous posais la question, en fait. Est-ce qu'il n'y a toujours pas danger de passer donc de cette époque du terrorisme où il y avait un trop vide à une période maintenant de trop plein dans la forêt? C'est un autre scénario, Hakim. Si vous vous souvenez, en 1989, le mouvement de tourisme de masse a été lancé. C'est là où les grandes excursions des écoles et autres ont été lancées. Donc les retombées, elles ont été des plus négatives par rapport à la nature. Tous ces jeunes qui débarquaient dans les massifs forestiers, en retour, ils abandonnaient des tas et des tas de déchets. Le scénario se répète suite à la sortie de la crise que nous avions vécue, puisqu'on avait été obligé, on a été confinés. Oui, bien avant le Covid. Donc maintenant, c'est l'ouverture. Là, nous faisons un appel à travers votre organe pour la sensibilité de ces gens, pour leur dire que ce patrimoine est classé par la Constitution comme étant un patrimoine national. Il n'appartient pas à celui qui est en train de s'adresser à vous, mais il appartient à tous les Algériens. Donc prenons-en soin, parce que nous, nos aïeux Hakim, ils ont eu la chance de carroiser le lion. Ils ont eu la chance de carroiser la panthère.
Mais on n'a pas eu cette chance. Mais actuellement, nous carvasons des singes, nous carvasons des hyènes. L'hyène rayée. L'hyène rayée qui a refait surface. Nous carvasons des mangoustes, des génettes, des porcs-épics. Mais si on continue dans cet égoïsme, on risque de priver notre descendance. Voilà, vous avez dit risque. Parce qu'en fait, j'ai parlé tout à l'heure de risque par rapport à ce trop-plein. Il y a les Algériens, d'un côté, on en a parlé, ceux qui reviennent, qui reprennent le chemin des escapades en forêt, du bivouac. Il y a aussi par ailleurs le retour de ceux qu'on pensait complètement disparus, les chasseurs. 5000 permis de chasse délivrés à peu près, et corrigez-moi là aussi si je me trompe, entre 15 000 et 20 000 chasseurs attitrés en activité. Il faut encadrer tout ça. Pour ça, Hakim, ne vous en faites pas, ne vous souciez pas. L'administration des forêts travaille en étroite collaboration avec ces organisations, notamment la Fédération nationale, les fédérations de wilaya, les associations, puisque c'est depuis 2007, depuis la publication de la nouvelle loi sur la chasse, la 0407, on s'était attelé à organiser cette corporation. Donc, associations au niveau des communes ou des daïrats, chapeautées par des fédérations de wilaya, et puis à leur tête une fédération nationale. Il est vrai que le 12 septembre passé, notre ministre avait déclaré la réouverture de l'activité de la chasse. Mais le jour même, j'avais moi-même précisé que de gros chantiers restaient à être ouverts avec les partenaires chasseurs, notamment l'installation du Conseil supérieur de la chasse, nous allons le faire incessamment, l'élaboration de la licence de chasse, parce que la licence, elle fixe le nombre de pièces que devrait prélever chaque chasseur et chaque journée de chasse. Monsieur Mahmoudi, c'est ce que j'allais vous dire, les gens ne le savent peut-être pas, mais il ne suffit pas d'être muni d'un fusil, d'un permis de chasse ou d'une affiliation à l'antenne locale de la Fédération nationale de chasse. Il existe aussi un cahier des charges que vous avez élaboré, et il est très précis. On ne peut pas chasser n'importe où, n'importe comment et n'importe quoi. Ils ne peuvent chasser que dans les terrains qui leur seront amodiés. Et là, nous sommes en discussion avec la Direction générale des domaines, puisqu'elle devrait être une disposition de la loi de finances, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils doivent payer pour leur louer des terrains forestiers. Chaque association doit louer un certain nombre de terrains. Et pour tout ce qui relève de la bonne conduite, des formations préalables à la délivrance du permis de chasse sont assurées conjointement par la Fédération et l'administration des forêts. Elles se déroulent en 3 jours. Le premier jour, c'est par rapport aux notions sur le gibier, aux notions sur les périodes de chasse, sur la biologie des espèces. Le deuxième jour, c'est surtout sur les mesures de sécurité que devrait prendre le chasseur. Et le troisième jour, c'est, si vous voulez, c'est les caractéristiques des armes et le maniement des armes. On leur dit une balle et laquelle portée, la chevrotine et laquelle portée. Toutes les conséquences de l'exercice de tir. On arrive hélas à la fin de notre émission et cette dernière question. Je vous avais dit que ça allait être court, c'est ça la télévision sur le web. Alors, je vous la pose de manière un peu brute. Je suis jeune, contrairement aux apparences, je suis jeune, je suis en recherche d'emploi. Vendez-moi les métiers de la forêt. En quelques phrases, donnez-moi envie d'embrasser une carrière forestière. Je vous rassure qu'en lisant vos billets, on vous imagine plus jeune que votre apparence. Là, mais parlons des vrais jeunes, les vrais jeunes. Qu'est-ce qui pourrait les amener vers ce monde que moi je considère féerique, celui de la forêt? Déjà, dès à présent, il y a deux ouvertures qui ont été opérées dans le domaine forestier. Il y a les périmètres d'autorisation d'usage pour le développement de l'arboriculture rustique, et il y a les forêts récréatives pour les gros investisseurs, où là, les jeunes, s'ils venaient à se constituer en coopérative. Maintenant, nous voulons réviser notre loi pour 2 volets. Le premier volet, c'est réviser à la hausse les mesures répressives. Et le deuxième volet, c'est faire en sorte à ce que la forêt algérienne contribue à l'économie du pays d'une manière durable. Donc ces jeunes-là peuvent investir dans les huiles essentielles, dans les plantes aromatiques, il y a pas mal de créneaux, dans les champignons. Mais dans les métiers plus spécifiquement de protection de la forêt, de brigade de surveillance de la forêt, par exemple, si j'ai envie d'intégrer votre corps de métier? Bon, là, c'est des écoles. Nous disposons d'une école nationale qui forme des inspecteurs au niveau de Batna et de 2 centres de formation qui nous forment des agents de protection des forêts, l'un dans la wilaya de Médéa et le deuxième dans la wilaya de Jijel.
Mais ceux à qui on donnerait la possibilité d'aller en forêt pour exploiter une ressource quelconque, ils s'engageraient donc en retour pour prendre toutes les mesures de protection de cet espace. C'est exactement ce que nous avons fait avec les chasseurs. Dans le cadre d'une charte globale qu'ils sont censés respecter scrupuleusement. Absolument. Ali Mahmoudi, merci. Merci d'avoir été des nôtres pour ce 20e numéro de LSA Direct. J'avoue que je vous vois nous quitter avec un petit pincement au cœur, sachant quel est d'abord votre cadre de travail et cette chance inouïe que vous avez d'évoluer, de vivre au rythme des pulsions de la nature. Je rappelle que vous êtes directeur général des forêts. Quant à vous, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je rappelle le rendez-vous, LSA Direct, l'émission d'actualité du soir d'Algérie, c'est tous les dimanches, c'est à 10 h. Et si c'est avec les gestes barrières et les mesures de distanciation physique, ça sera encore mieux.